Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler, c'est une vidéo un petit peu spéciale que je voulais faire aujourd'hui par rapport à ma vidéo, au retour que j'ai eu sur ma vidéo que j'ai pas pu mettre en ligne hier parce que j'ai eu un petit souci de mise en ligne. Donc, du coup, j'invite certaines personnes à revoir ma vidéo de mon top 8 des séries télé animées japonais ou dessins animés qui n'ont pas de fin. Je vous invite à la revoir, enfin à la revisionner et tout ça. Mais avant, on va commencer par l'introduction. En tout cas, ici Blue Raptor, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super en cette belle journée de mercredi 10 novembre. On va commencer par la première partie d'introduction avec l'épisode de Pokémon Ultra Soleil, premier épisode de post-game prévu tout à l'heure. Premier épisode de post-game prévu tout à l'heure. Euh, Premier épisode post-game avec la capture des pyrotechniques. Et puis, ben c'est tout parce que j'ai pas prévu autre chose. Enfin, moi, j'ai pas, enfin, moi en tout cas, à l'heure actuelle, j'ai pas prévu autre chose. Voilà. Alors ensuite, ben pour l'autre introduction, je tenais à faire une mise au point parce que certains m'ont donné des retours par rapport sur Messenger uniquement, m'ont donné des retours par rapport à ma vidéo sur mon top 8 des séries téléfilms et dessins animés japonais et dessins animés qui n'ont pas de fin. Il y en a qui n'ont pas compris pourquoi j'ai mis Goldorak, pourquoi j'ai mis Ulysse 31, pourquoi j'ai mis Kolyoko ou un truc comme ça. Il y en a qui n'ont pas compris. Par rapport à ce que j'ai dit hier sur Kolyoko, c'était normal, je tenais à le dire. Moi, j'estime qu'il n'y a pas de fin. Pour Goldorak, c'est pareil, pour moi, il n'y a pas de fin. Je vais pas revenir dessus. Je vais pas revenir sur le cas de Sakura Card Captor. Pour moi, la fin du deuxième long métrage, pour moi, c'est pas une vraie fin. Je suis désolé, ce n'est pas une vraie fin pour moi. Ce n'est pas une vraie fin, d'autant que tu sais qu'il y a d'autres. Des pseudo-suites de Sakura Card Captor, notamment quelques OAV, mais qui ne sont que au Japon. Donc ce qui est plutôt dommage. À la limite, à la rigueur, tu les sors en France, mais qu'en version originale, et puis tu t'emmerdes pas. Mais bon, voilà. Mais bon, je vais pas revenir dessus. Voilà. Alors aujourd'hui, la vidéo un peu spéciale, j'aimerais revenir pas sur ce qui s'est passé hier. Parce que j'ai regardé TF1 et bon, j'ai pas envie de parler de ce qu'a dit l'autre là. J'ai pas envie d'en parler. Je vais pas revenir dessus. J'aimerais faire un bilan. En fait, c'est un bilan que j'aimerais faire. Un bilan un petit peu spécial parce que en fait, moi j'aimerais vous faire mon top 8 des meilleurs maîtres de ligue. Des meilleurs maîtres de ligue. Et après, mais en plus, il y aura une explication concernant ma dernière tier list que j'avais mis que je vais mettre en place sur sur YouTube, que je réexpliquerai demain, sûrement une vidéo avec laquelle j'expliquerai sûrement plus en détail demain. Mais je vais pas vous expliquer un petit peu la tier list maintenant, ça sert à rien, je vous ferai ça demain. Donc c'est le meilleur maître de ligue, le maître de ligue le plus puissant de chaque jeu Pokémon par génération. Alors, ça va être un peu difficile de classer, par exemple, Pokémon Emerald sur Ruby, Saphir, Emerald, dans le sens où t'as quand même euh, Pierre Rochard dans Ruby Saphir et t'as Marc dans Emerald. Donc c'est un peu difficile de juger, mais on le fera quand même. Donc du coup, on aura
On aura ce top-là. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que ce sera un top 8. Parce que du coup, comme on a 2 maîtres de ligue en partie en troisième génération, ben, du coup, on pourra dire pas mal de choses. On va commencer avec la première génération, la première place évidemment. On va parler de Blue. Moi, je vais mettre Blue euh, principalement. Pourquoi? Parce que Blue, ben, même si je suis pas fan du personnage et je trouve que c'est un rival, une sorte de rival un petit peu problématique, dont certaines théories je trouve un peu foireuses selon moi, le qualifient de membre de la Team Rocket juste parce qu'il y a un membre de la Team Rocket à la fin du pont Pépite et puis que comme par hasard le Pokémaniac Léo dans le jeu est transformé en Pokémon. Moi personnellement j'y crois pas. Le fait qu'il soit que comme par hasard il soit à la tour Pokémon pour soi-disant un Hosley ou un Ratatak ou je sais pas quoi, j'ai pas trop compris. Moi je comprends pas trop. Et que comme par hasard il y a la Team Rocket qui s'est pointée à la tour Pokémon. Par exemple aussi à la Sylph SARL, il est là, il te casse les bonbons. Tu l'affrontes, tu le bats, et puis après t'as la Team Rocket, t'as encore la Team Rocket à affronter. Enfin, t'as Giovanni à affronter. Moi, personnellement, je vous le dis, j'y crois pas. Moi, personnellement, je vous le dis, j'y crois pas. Qu'il est ordonné assez, assez aux champions d'arène de leur donner expressément les badges et qu'ils s'entraînent juste comme ça pour. Non, non, moi, j'y crois pas. Voilà. Mais sinon, pourquoi je mets Blue en huitième position? Parce que pour moi, Blue, c'est le pire maître, malgré tout, je le qualifie de pire maître de ligue. Parce que franchement, son équipe dans Pokémon Jaune est pour moi meilleure, en partie, parce que si tu considères Régis, enfin ton rival de Pokémon Jaune, plus Blue que Régis, alors bon, certes ils ont la même tronche, mais pour moi c'est Régis. Mais je préfère l'équipe que, si on considère que c'est Blue dans Pokémon Jaune, voilà, mais je préfère. Enfin, sa team, personnellement, de Pokémon bleu et rouge, t'as un roux carnage niveau 61 que tu peux largement one-shot à coup de tonnerre, fatal foudre, laser glace ou blizzard, voire éboulement ou G-pierre, et encore je suis gentil. Voilà. Après, il a pratiquement sensiblement les mêmes Pokémon comme Alakazam, comme Rhinophéros, comme mince, comme noix de coco si tu prends pas le starter plante. Enfin, si tu prends pas le starter eau. Donc dans rouge et bleu. Moi, je vais prendre en compte uniquement rouge et bleu parce que franchement, pour moi, Pokémon jaune, ça retrace l'animé de 1G. Donc pour moi, c'est Régis. Je dis bien pour moi. Concrètement, voilà. Après, en septième position, avant de passer à la septième place où j'ai mis, où je mets Tarak. J'ai à la septième place, j'ai mis Tarak, mais je vous expliquerai après pourquoi. Pourquoi Tarak? Pourquoi j'ai mis, je l'ai mis là parce que pour en revenir à Blue, je l'ai mis là parce que je l'ai mis à la dernière place parce que franchement, même avec une équipe moyenne et même en Nuzlocke, tu peux fracasser Blue easy. Et ça, je trouve que c'est dommage, quoi. Et je trouve que autant les 4 membres du Conseil 4 sont plus ou moins forts, mis à part Olga. Mais même s'il faut s'en méfier, mais bon, à part son Loclas et son Flagado, ce chiant, bah t'as pas grand chose à craindre de ses autres Pokémon. Parce que Liputu, tu le one-shot. Son Crustabri, tu peux le one-shot. Son Lamantine, il te fait pas grand chose. Donc, moralité, t'es tranquille. Mais la question n'est pas là. La question n'est pas là. Moi, je trouve que malheureusement, Blue, il s'inscrit dans la lignée des pires maîtres de ligue du jeu.
avec Tarak. Et c'est pour ça que la 7ème place de ce classement, c'est Tarak. Pourquoi je mets Tarak? Parce que justement, Tarak, lui, à part son Dracofeu Gigamax et quelques Pokémon qui se dégagent un peu comme Pyrobut, si tu prends le Star... si tu prends... ou à la rigueur Gorithmique, si tu prends si tu prends le starter haut, enfin bref, c'est compliqué. Moi, je trouve que l'équipe de Tarak est claquée au sol. Moi, je la trouve claquée au sol. Le personnage en lui-même est pas charismatique du tout. T'as l'impression qu'il a... en plus, ses vêtements, t'as l'impression qu'il a été voir sa grand-mère et puis qu'il a demandé de lui couper des... qu'il a chopé les rideaux de sa grand-mère et qu'il les a customisés, qu'il a demandé à une styliste de les customiser et que les rideaux de sa grand-mère lui ont servi de vêtements, quoi. C'est à un moment donné... à un moment donné, c'est pas possible, quoi. À un moment donné, c'est pas possible. Ensuite, pour Tarak, ce qui le sauve quand même un petit peu de la dernière place, c'est que au moins il interagit quand même beaucoup plus avec l'histoire que Blue, parce que Blue, à part te donner, à part te créer des ennuis, à part te créer des ennuis, Blue ne sert vraiment pas à grand chose. Encore que les quelques secondes qu'on voit, il est presque le dresseur le plus puissant de l'arbre de combat dans les jeux de 7ème génération. Mais dans les faits, c'est pas terrible, quoi. Dans les faits, c'est pas... Non, c'est pas ouf. En 6ème position, je mets Marc. Marc, pourquoi? Parce que sa mono haut est intéressante, mais le problème, c'est que... mis à part un éventuel Léviator dans ce Draco et je crois un Milobellus, il a pas grand chose pour lui. Pour moi, il a pas grand chose pour lui. D'autant plus que il suffit que tu as un type électrique et un type plante dans la team. Même si un de ces Pokémon peut avoir laser glace, il suffit que tu aies une attaque plante ou une attaque électrique suffisamment puissante et tu lui roules dessus. Hein, je sais de quoi je parle parce que autant Marc, j'ai jamais transpiré quand je joue sur émulateur Android avec mon téléphone pour jouer à Emerald. Sinon, voilà, moi j'ai pas transpiré. Moi, comme j'ai dit, il y a Pierre Rochard qui m'a fait transpirer. Donc voilà. En 5ème position, je mets Goya de Noir et Blanc. Parce que Goya, c'est un bon adversaire, mais sans plus. Je le mets aux portes du top 4 parce que, malgré tout, parce que j'estime que c'est un dresseur qui interagit pour l'histoire vraiment beaucoup, qui interagit beaucoup avec l'histoire dans Noir et Blanc, qui essaye de raisonner Getis, mais qui sent Getis, il joue en mode je m'en fous de ce que tu dis, je fais ce que je veux, je vais me servir de haine, je vais me servir de lui pour pouvoir avoir mes ambitions et dominer tout le monde par la force. Mais voilà, en gros c'est ça l'idée, quoi, tu vois. Mais bon, c'est pas terrible. Personnellement, c'est pas terrible, tu vois. Moi je trouve ça dommage. Voilà. Ensuite, en 4ème position, Iris. Parce que Iris, concrètement, elle est vraiment beaucoup plus forte en tant que maître de ligue qu'en tant que championne d'arène. Parce que si on parle de championne d'arène vraiment, en termes de type dragon, pour moi, Wanson, il surclasse tous les dresseurs de type dragon que je connais. Hein. Et pour moi, il surclasse tous. Clairement, il surclasse. Mais bon, ça, ce sera pour une prochaine vidéo où je désignerai le meilleur champion d'arène par type. Et ce sera par partie. Et je vous expliquerai un petit peu la chose. Je vous expliquerai un petit peu la chose. Alors, je ferai abstraction, évidemment, de ça dans cette prochaine vidéo à la 2G. Parce qu'il n'y a pas de champion de type proche en 2ème génération.
sauf Pierre, mais Pierre, le problème c'est que c'est l'arc Kanto, donc on peut pas considérer que c'est un champion de 2G, donc c'est pas la même chose. Donc pour en revenir à Iris, moi ce qui me fait dire que Iris est quatrième de ce classement, c'est que concrètement, on a, je vais pas dire une impression un peu faussée, mais sa personnalité détestable et tout, ça fausse un petit peu la donne, moi je trouve, quelque part. Parce qu'en fait, moi, finalement, je trouve qu'Iris, elle est pas si désagréable que ça, elle est pas si chiante que ça. C'est juste que, de temps en temps, elle est vraiment, mais vraiment chiante. Avec le fait, dans l'animé, quand elle dit «Ah, toi, t'es un bébé, t'es machin, ceci, c'est des bébés, c'est bon». Voilà, c'est tout le temps comme ça avec elle, donc c'est chiant. Je vous dis la vérité, c'est chiant. Concernant le reste, bah, moi, je suis... Enfin, je suis pas déçu. Enfin, je suis déçu. La seule chose qui me déçoit, c'est que elle se vante d'être maître dragon dans l'animé et elle a un Minotape et un Emolga. Et dans le jeu, elle a un... Enfin, en tant que championne d'arène, elle a une monodragon, en partie. Et en tant que maître de ligue, elle a Trioxydre en type dragon. Elle a Tranchodon. Et, et en fait, c'est presque tout. C'est presque tout, parce que le reste, t'as low class, t'as Aeropteryx. Franchement, non, quoi. C'est pas une vraie monodragon. Alors elle est loin d'être dans le top 3 malgré tout, mais c'est en termes de puissance, elle est pas loin, quoi. En termes de puissance, elle est pas loin. Donc, donc voilà, et sachant que cette vidéo concernant le top 8 des dresseurs les plus puissants, là on est le 10 novembre. Et ben le 10 de chaque mois, je ferai une vidéo là-dessus pour désigner, à mon sens, le vainqueur du titre de maître Pokémon le plus puissant de chaque jeu Pokémon. Alors, les interprétations au fur et à mesure des mois vont sûrement être différentes. Alors le truc c'est que là je fais ça ce mois-ci, mais sachez que je ferai que à la limite les seules vidéos que je ferai sur YouTube c'est des reviews, et encore je les ferai peut-être le lendemain ou en fin de soirée. Vous voyez, c'est un peu le truc, c'est un peu l'idée. Enfin, moi en tout cas, c'est l'idée que je m'en fais. C'est l'idée que je m'en fais. À la troisième place, je mets Pierre Rochard parce que pour moi, c'est long encore. Il est encore loin d'être d'être le maître de ligue, en partie le plus puissant. Pour la simple et bonne raison que sa monoacier est intéressante, mis à part quand même un random Armaldo ou et Vassilis. Sinon, il a une monoacier qui est plus qu'intéressante parce qu'il a Hermure, il a Galeking. Ah oui, j'avais oublié le random Kaorin. Mais il a quand même un Métalos. Il a une semi-mono acier avec Métalos qui est très bon. Un Hermure qui est en stratégie exceptionnelle. Enfin, exceptionnel, je me comprends, mais il est exceptionnellement fort défensivement. Et t'as un Galeking qui défensivement peut éventuellement rendre des services un peu comme Stylix. Et une puissance offensive qui est, bon, pas ouf, contrairement aux deux autres types aciers que j'ai comparé, mais ça passe, tu vois. Mais bon, dans les faits, il mérite sa troisième place. Pour moi, il mérite sa troisième place. Pour l'instant, c'est pas plus. Voilà, pour l'instant, c'est pas plus. La deuxième place, il reste évidemment. Alors, il y en a, ils vont me dire, mais Red, c'est pas un maître de ligue. J'en conviens, mais pour moi, si, c'en est un. Techniquement, c'en est un. Pour la simple et bonne raison que le fameux glitch qu'il y avait sur les versions antérieures à jaune, rouge et bleu, à l'époque, tu pouvais affronter le professeur Chen et éventuellement Red au niveau de la, je crois, au niveau du siège de la Ligue Pokémon, il me semble, de mémoire. Et ben, pour moi, Red est à la deuxième place. Parce que Red, il fait partie des dresseurs les plus puissants. Parce que, au-delà de son équipe stratégique qui, pour moi, en deuxième génération, est bien meilleure
que ce qu'il a en quatrième génération sur Urgol Soul Silver et même sur Soleil Lune et Usul, notamment. Moi, je trouve perso que. Après, encore une fois, ça n'engage que moi, mais. Ça n'engage que moi, mais pour l'instant, il est loin d'égaler une certaine personne que je vais citer en première position, qui pour moi, de très loin, est la meilleure maître de ligue de tous les temps, pour moi, et est très largement supérieure à tous les autres que j'ai cités. Mais pour terminer sur Red, moi je trouve que même si son équipe elle est pas très bien foutue en quatrième génération et même sur la septième pardon où voilà c'est quand même quelque chose de fort. Mais bon maintenant Red c'est très puissant, ça j'en conviens. Mais maintenant ce dresseur là je le crains plus. Je le crains plus. Red, je le crains plus maintenant. Même en étant 60 ou 65, quand je termine l'arc Kanto, je peux espérer le battre. Donc, alors qu'une fois, sur Pokémon Crystal à l'époque, j'avais fait tout l'arc Johto, j'étais 45. Et j'ai fini entre 58 et 65. L'arc, mon plus puissant était 67. Mon plus faible était 61. Mon plus faible était 61. J'étais pas loin de niveau 70. Bah, je l'ai éclaté. Je l'ai éclaté. Le plus faible level que j'ai eu sur Crystal, c'était niveau 50, entre 45 et 50. Et je l'avais battu aussi. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais il est loin d'arriver à la cheville de celle qui, pour moi, est la plus puissante. Non seulement la plus puissante de tous les maîtres Pokémon tout jeu confondu de Pokémon, toute version Pokémon confondue, mais surtout, et je dis bien surtout, c'est de très loin la dresseuse la plus puissante de tout le jeu. Pourquoi ? Parce que justement, elle a une équipe, stratégiquement parlant sur Platine, si on parle uniquement de Platine, et de ce que j'ai vécu sur la version en anglais de Noir 2, il n'y a pas si longtemps que ça, où son équipe est full 90, et qui est la même que sur Platine, c'est-à-dire Spiritomb, Karchakroc, Milobellus, Roserad, Lucario et Togekiss. Qu'est-ce que tu veux de plus? Rien que cette équipe, elle te fait trembler. Rien que prononcer le nom de cette équipe, j'en tremble là. J'en tremble. Je vous le dis, j'en tremble. Alors là, c'est la passion qui parle, mais c'est aussi le cœur. Et je dis pas ça parce que j'adore le chara-design de Cynthia ou parce que je trouve son personnage dans l'animé hyper canon. C'est pas mon message. Mais d'autant plus que c'est un autre sujet. Mais là, sérieusement, c'est un truc de fou. Ce truc, c'est un truc de fou. Ce personnage, Cynthia, c'est un truc de fou. Sa story, elle est incroyable. Il y a tout d'incroyable chez elle. Il y a tout d'incroyable. Donc, même sur Diamant et Perle, à l'époque, franchement, à part Centritosaur qui était assez facile à battre, le reste de son équipe était quasiment identique. Mais c'était chiant à gérer. C'était chiant à gérer. Donc voilà. Donc en tout cas, dites-moi dans l'espace commentaire si cette vidéo vous a plu. Parce que j'en ai terminé. En tout cas, dites-moi les amis pour les abonnés de ma chaîne dans l'espace commentaire si cette vidéo vous aura plu. Mais surtout, n'hésitez pas à mettre dans l'espace commentaire votre top 8 des maîtres de ligue les plus puissants. Et obligatoirement, il faut mettre Red dedans. Parce que Red, pour moi, techniquement, si tu te fies à Pokémon Origins, il devient maître. Clairement, pour moi, il devient maître.
Et techniquement, on contrôle Red dans rouge et bleu et dans rouge feu vert feuille. Donc on est maître en étant en incarnant le personnage de Red. Voilà, tout simplement. Donc Red mérite d'être dans ce top. Voilà. Donc je pense que sans trop d'efforts, sans trop m'avancer, je pense que concrètement on peut avoir plusieurs top 8 qui se ressemblent. Voilà. Sinon, voilà, c'est tout pour moi. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous retrouve normalement pour le premier épisode de post-game de Pokémon Ultra Soleil. Et en attendant la prochaine vidéo, bon visionnage et à très vite.